Quand l'industrie et toutes les économies du monde ont pris leur essor et que le CO2 produit par l'homme est monté en flèche, la température mondiale s'est mise à baisser. En d'autres mots, les faits ne correspondent pas à la théorie. Qu'est-ce qui nous fait supposer que le dioxyde de carbone est responsable des changements climatiques? Le CO2 ne représente qu'une infime partie de l'atmosphère de la Terre. En fait, les variations de son niveau dans l'atmosphère ne se mesurent qu'en dizaines de parties par million. Le pourcentage que représente le CO2 dans l'atmosphère par rapport aux autres gaz, à l'oxygène, l'azote, l'argon, etc., est de 0,054%. C'est une part incroyablement faible. Et quand vous vous intéressez à la part soi-disant ajoutée par l'homme, qui est le point de convergence de toutes nos inquiétudes, elle est encore plus faible. L'effet de serre n'est qu'une composante du système climatique de la Terre. Et le CO2 est un gaz à effet de serre relativement mineur. L'atmosphère se compose d'une multitude de gaz dont un petit pourcentage s'appelle gaz à effet de serre. Et 99% de ce tout petit pourcentage est de la vapeur d'eau, le gaz à effet de serre le plus important. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre de loin le plus important. Non seulement le CO2 n'est qu'un gaz à effet de serre secondaire, mais on est loin d'être sûr que ces gaz-là sont responsables du changement climatique. Pour en savoir plus, regardons le ciel, ou plutôt une partie du ciel appelée troposphère. Si les gaz à effet de serre sont responsables du réchauffement, celui-ci sera plus important au milieu de la troposphère, dans les 10-12 premiers kilomètres de l'atmosphère, qu'à la surface de la Terre. Ceci s'explique par de bonnes raisons théoriques liées à la manière dont fonctionne l'effet de serre. L'effet de serre fonctionne ainsi. Le Soleil envoie sa chaleur sur Terre. Sans les gaz à effet de serre, ces radiations solaires seraient renvoyées vers l'espace en laissant une planète froide et inhabitable. Les gaz à effet de serre retiennent la chaleur dans la troposphère quelques kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. Et c'est là, selon les modèles climatiques, que le taux de réchauffement devrait être le plus élevé. Si les gaz à effet de serre en sont bien la cause. Selon tous les modèles, sans exception, le réchauffement devrait augmenter à mesure que l'on monte de la surface de la Terre vers l'atmosphère. Et le réchauffement maximal au-dessus de l'équateur devrait en fait avoir lieu à une altitude d'une dizaine de kilomètres. Le professeur John Christie est l'un des scientifiques chargés de mesurer la température de l'atmosphère de la Terre. En 1991, il a reçu la médaille de la NASA récompensant une réalisation scientifique exceptionnelle. Et en 1996, une récompense spéciale de la Société météorologique américaine pour avoir fait progresser fondamentalement notre capacité de maîtrise du climat. Il a également été l'auteur d'un rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, un organisme de l'ONU. Pour relever la température de l'atmosphère, les scientifiques, comme le professeur Christie, ont recours à deux moyens, les satellites et les ballons-sondes. On a constaté systématiquement qu'au-dessus de beaucoup d'endroits de la planète, la majeure partie de l'atmosphère ne se réchauffait pas autant que ce que l'on observe à la surface de la Terre. C'est un vrai casse-tête pour nous, parce que la théorie est assez simple. Si la surface se réchauffe, l'atmosphère supérieure devrait se réchauffer rapidement. La montée de la température de cette partie de l'atmosphère n'est absolument pas dramatique et ne correspond vraiment pas à la théorie que les modèles climatiques du moment expriment. L'un des ennuis des modèles, c'est qu'ils prédisent que, à l'exception des régions polaires, plus on monte haut dans l'atmosphère, plus le taux de réchauffement augmente. Et d'après deux sources de données, les données satellitaires que tout le monde cite, mais aussi celles des ballons-sondes, il est très clair que l'on n'observe pas du tout cet effet-là. En fait, il semblerait plutôt que les températures de la surface de la Terre se réchauffent légèrement plus que celles des couches d'air supérieures. C'est une sacrée différence. Ces données laissent entendre que le réchauffement observé n'est probablement pas dû au gaz à effet de serre. Les observations ne montrent pas une augmentation avec l'altitude. Au contraire, la majorité des observations montrent une légère baisse du taux de réchauffement avec l'altitude. On peut donc dire d'une certaine manière que les preuves réfutent l'hypothèse selon laquelle l'homme serait à l'origine du réchauffement planétaire. Le récent réchauffement de la Terre s'est produit au mauvais moment et au mauvais endroit.
Si le CO2 était responsable des changements climatiques, la température aurait dû monter durant le boom économique d'après-guerre. Et le taux de réchauffement devrait être plus élevé dans la troposphère qu'à la surface de la Terre. Pourtant, c'est le contraire qui s'est produit. Alors, dans la longue histoire du climat de la Terre, existe-t-il un exemple d'un changement de température entraîné par le dioxyde de carbone? Forer la glace dans ses profondeurs est un moyen de se plonger dans le passé. Cela a d'ailleurs permis aux scientifiques de trouver un lien entre le CO2 et l'évolution des températures de la planète. Les études de carottes glaciaires sont fréquemment citées pour étayer la théorie du réchauffement planétaire provoqué par l'homme. Mais la glace renferme des données que l'on mentionne très rarement. Le professeur Ian Clark est un éminent paléoclimatologue qui analyse en Arctique les températures de la Terre depuis des centaines de milliers d'années. Quand on s'intéresse au climat sur une très longue échelle temporelle, on recherche des matériaux géologiques qui ont enregistré les variations climatiques. Prenons une carotte de glace, par exemple. Certes, on reconstitue la température à partir des isotopes de la glace, mais on libère également l'atmosphère prise dans cette glace et on peut alors observer le CO2 qu'elle contient. Le professeur Clark et d'autres chercheurs ont en effet mis en évidence un rapport entre la variation du taux de CO2 et celle de la température de l'air, mais pas celui qu'on attendait. Voici l'enregistrement climatique présent dans la carotte de Vostok. En rouge, c'est l'évolution des températures d'une époque lointaine à une époque plus proche, dans un intervalle capital, puisqu'il commence juste après une ère de glaciation. On note que la température grimpe, mais aussi que le CO2 la suit, avec un temps de décalage, un retard de 800 ans. On peut donc dire que la température a 8 siècles d'avance sur le CO2. Plusieurs études majeures de la calotte glaciaire ont été menées et toutes montrent la même chose. Les températures augmentent ou diminuent, puis quelques siècles plus tard, le taux de dioxyde de carbone les suit. Donc, de toute évidence, le dioxyde de carbone n'est pas la cause de ce réchauffement. On peut même dire que le réchauffement entraîne l'augmentation de dioxyde de carbone. Très clairement, le CO2 ne peut pas causer les changements de température. Il en est le produit. Il suit les changements de température. Les mesures réalisées grâce au forage de la calotte glaciaire nous conduisent au cœur même du problème. On dit que la température montera si le taux de CO2 en tant que gaz à effet de serre augmente dans l'atmosphère. Mais les forages font la démonstration inverse. Ils prouvent que l'hypothèse fondamentale de la théorie du changement climatique due à l'homme est fausse. Mais comment le réchauffement des températures peut-il faire augmenter la quantité de CO2 contenue dans l'atmosphère? La réponse se trouve au fin fond des océans. Les océans émettent dans l'atmosphère près de 80 gigatonnes de dioxyde de carbone par an, alors que les humains n'en émettent qu'environ 7 gigatonnes. Mais la quantité de CO2 provenant des océans dépend de la température. Comme l'ont appris tous les